Conseiller les populations sur leurs droits de manière générale. Droits matrimoniaux, droits fonciers, le réinvestissement et projets entrepreneurial et le règlement des litiges à l'amiable entre autres. C'est l'objectif principal de votre émission sur la Génération FM, la 93.4. Droit d'écoute. Droit d'écoute, c'est un magazine d'échange, de conseils et d'informations sur le droit et l'immobilier avec un langage jeune et frais. Le droit sera dit et l'émission aura un ton informatif, mais aussi divertissant, humoristique et décontracté. Les jeunes auront la parole et pourront développer des thèmes. Il y aura des jeux, quiz, concours et d'une manière ludique, intéresser les populations au droit. Entre autres rubriques, micro-trottoirs, des interviews, des invités et des intervenants par appel téléphonique à la radio sur le standard au 33 991 35 35, 33 991 35 35 ou sur les réseaux sociaux. Droit d'écoute, c'est tous les jeudis de 16h à 17h sur la 93.4 Génération FM, la radio de toutes les générations. Réalisation et présentation, Maître Diana Salidabou. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Génération FM. Aujourd'hui, nous allons parler de la laïcité au Sénégal. Alors, est-ce que le Sénégal est vraiment un pays laïque? Donc, c'est l'interrogation du jour. Et pour en parler, j'ai des invités et je suis accompagnée de Yaya Conté. Comment vas-tu? C'est bien, merci Maître Dabo. C'est parfait. Alors, pour rappel, la Constitution donc, du Sénégal, dans son préambule, disait, et d'ailleurs dit toujours, que le peuple du Sénégal proclame solennellement son indépendance et son attachement aux droits fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la Déclaration donc, des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans la Déclaration universelle du 10 décembre 1948. Il proclame le respect et la garantie intangible des libertés politiques, des libertés syndicales, des droits et des libertés de la personne humaine, de la famille et des collectivités locales, des libertés philosophiques et religieuses, du droit de propriété, des droits donc économiques et sociaux. Le peuple sénégalais, soucieux de préparer la voie de l'unité des États de l'Afrique et d'assurer les perspectives que comporte cette unité, conscient de la nécessité d'une unité politique, culturelle, économique et sociale indispensable à l'affirmation donc de la personnalité africaine, conscient des impératifs historiques, moraux et matériels qui unissent les États de l'Ouest africain, décide que la République du Sénégal ne ménagera aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Et dans l'article 1er, la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. Voilà, donc pour parler de la laïcité donc, au Sénégal, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau M. Diémé. Bonjour M. Diémé. Bonjour maître. Alors, présentez-vous en quelques mots pour ceux qui nous écoutent actuellement en direct. Voilà, je m'appelle Ansoumana Diémé, plutôt connu sous le nom de Papis Diémé. Je suis de la région de Ziguinchor, agent au niveau du Trésor public, agent de la mairie mis à la disposition du Trésor public. Donc voilà, responsable des structures de jeunesse, je suis dans les mouvements de jeunesse et aussi probable responsable aussi politique. Merci bien. Alors, le thème d'aujourd'hui, donc, c'est la laïcité au Sénégal. Pour ceux qui ne comprennent pas exactement le concept, c'est quoi la laïcité exactement? Voilà, je voudrais d'abord remercier le fait de m'avoir invité au niveau de la Génération FM 93.4. Pour revenir maintenant à la question, d'abord, la définition de laïcité en termes étymologiques, je dirais, c'est ancien Lécosse. Ancien Lécosse, ça veut dire effectivement peuple dont le langage est chrétien. Maintenant, si je dois revenir en droit, je dirais plutôt la laïcité et le principe de séparation dans l'état de la société civile à la société religieuse et d'impartialité ou de neutralité de l'état par rapport effectivement à sa population. Donc en termes d'appellation, c'est comme ça que je pourrais au moins définir la laïcité. D'accord. Alors, en ce qui concerne donc la laïcité, expliquez exactement donc le concept, comment est-ce qu'on vit cette laïcité en réalité? Voilà, je pourrais dire par exemple la laïcité aujourd'hui, par rapport effectivement à la réalité que nous vivons aujourd'hui, la laïcité aujourd'hui est une conception de l'organisation de la société visant la neutralité réciproque des pouvoirs spirituels et religieux.
Donc quand je dis pouvoir spirituel et religieux, c'est par rapport effectivement au pouvoir politique, civil et administratif. Et pour être beaucoup plus clair, ça veut dire que c'est permettre effectivement à la personne d'évoluer, de s'exprimer dans la liberté d'expression, dans la liberté politique, dans la liberté religieuse, sans pour autant effectivement qu'il y ait un impact extérieur qui te pousse effectivement à ne pas choisir ou à choisir. C'est important donc de rappeler dans la Constitution, donc le titre premier, l'article 1, donc dispose que la République du Sénégal est laïque. Et en parlant donc de cette laïcité, c'est le principe donc de séparation de l'État et de la religion, et donc de l'impartialité ou la neutralité de l'État à l'égard donc des confessions religieuses. Cette laïcité donc s'oppose à la reconnaissance donc d'une religion donc d'État. Nous sommes donc une république laïque. Et Yaya, j'en suis sûr, tu as d'autres questions à poser peut-être à notre invité. Ok, oui. Merci, Papis. Je crois que c'est bien d'avoir la plaisir de vous recevoir ici en tant que jeune aussi de la région et en tant que jeune acteur du développement et jeune de IMCA aussi comme nous. Donc, parce que tu as fait beaucoup de pays qui est différent du Sénégal par rapport à la laïcité. Quelle leçon que tu as tiré par rapport à la différence entre ces pays et le Sénégal par rapport à la laïcité, par rapport à ce qui existe au Sénégal? Est-ce que c'est la même chose au niveau des autres pays européens? Voilà, c'est vrai que à travers le YMCA et personnellement, j'ai eu, comme tu l'as si bien dit, à voyager, beaucoup voyager aussi. Effectivement, un constat, c'est vrai que quand on va souvent pour des programmes, on voit sur le plan général. On sent qu'au moins à l'étranger, vraiment, il y a une liberté d'expression, mais aussi il y a une liberté de pouvoir respecter au moins les constitutions des pays où on va. Donc, dans chaque pays, effectivement, reflète une constitution qui lui est propre. Par exemple, je peux donner juste un exemple clair. Quand tu vas en Iran, il n'y a pas de laïcité. En Iran, c'est purement islamique. Et là-bas, c'est la charia qui prime. C'est-à-dire la constitution est tirée à partir du charia. Je peux donner juste un exemple. En Iran, quand tu tues quelqu'un, automatiquement, la loi demande effectivement de tuer la personne qui a tué. Quand tu voles, on coupe la main qui a pris effectivement, voilà, qui a été à l'origine effectivement de ce vol. Et tandis que par exemple au Sénégal, je peux même m'assurer que c'est pas la même chose, parce que ici, pour donner même beaucoup plus un exemple qu'on maîtrise beaucoup plus, c'est la région de Ziguinchor, la région de la Casamance, avec l'exemple de notre cimetière. C'est-à-dire ici, on sent effectivement que les gens vivent de cette laïcité-là. On donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir s'exprimer selon sa religion et selon son vœu, et que cela n'impacte pas effectivement sur les autres. Donc, je pense que par rapport aux pays étrangers, je dirais plutôt que chaque pays, comme je l'avais dit tout à l'heure, mise un peu par rapport à sa constitution, pour voir un peu effectivement ce qui exprime depuis l'historique de ce pays-là, depuis sa création, depuis il y a pas mal de facteurs qui sont tenus en compte pour pouvoir effectivement implanter effectivement une constitution qui rime un peu avec ces pays-là. Mais de manière générale, on constate effectivement qu'en Europe quand même, il y a une liberté d'expression, il y a une liberté effectivement de pouvoir exprimer sa religion, et une liberté aussi de ne pas faillir effectivement au règlement ou bien au règlement intérieur effectivement de ces différents pays. Et je pense que ces pays-là aussi ont vu au moins cette laïcité, mais quand même, je reconnais quand même que le Sénégal quand même en est un pays qui vraiment, en termes de laïcité, comme l'a dit tout à l'heure, Maître, vous avez cité un peu toute effectivement cette nomenclature réglementaire qui définit effectivement ce Sénégal par rapport à ce que les institutions mondiales ont décidé effectivement pour notre pays. Cela prouve effectivement que nous sommes vraiment un pays laïque et qui est un peu différent quand même de ce qui se passe vraiment dans les autres pays. Bien, alors on pourra voir cette laïcité qui est donc vécue et qui est pratiquée par le peuple sénégalais, notamment par exemple en matière de droit civil, où l'on constate que on est un pays laïque, mais pourtant quand même le droit musulman est pris en compte dans notre législation, étant donné donc que la polygamie quand même est reconnue dans notre système légal. Donc c'est possible de vous marier sous le régime de la polygamie, bien que nous soyons donc une république laïque, c'est possible donc d'être marié sous le régime polygamique au niveau donc de la mairie, et cela donc avec un maximum de 4 femmes, mais vous pouvez aussi avoir une polygamie donc limitée donc à 2 ou à 3, ce qui est donc légal au niveau donc du Sénégal, qui n'est, comme tu l'as si bien dit, pas du tout le cas par exemple de la France qui interdit cette polygamie.
De même, également aussi au niveau donc du droit civil, hein, notamment au niveau du mariage, par exemple, on reconnaît aussi donc le mariage coutumier qui peut être donc après constaté. Donc, si vous vous mariez au niveau donc des mosquées, vous pouvez après faire constater votre mariage. Et d'ailleurs, même de nos jours, souvent même les imams et aussi donc les prêtres demandent est-ce que vous vous mariez d'abord à la mairie avant donc de faire le mariage religieux, ce qui est pris en compte donc par la législation qui donc d'un côté parle de mariage célébré, donc directement donc devant l'officier d'état civil, mais aussi donc de mariage constaté. Donc souvent ce sont les cas donc de mariage religieux fait à la mosquée qu'après vous pouvez constater au niveau donc de la mairie. Donc on voit quand même que dans cette séparation entre l'État et la religion, elle n'est pas totalement franche et droite. Il y a quand même certaines zones un peu grises, comme on dit, où il y a les deux qui se concilient et qui cohabitent ensemble. Dans un sens, on pourrait dire qu'il s'agit comme d'une laïcité donc compréhensive, où l'État est là, où il y a des règles de droit qui sont là, mais quand bien même, on tient en compte quand même la pratique religieuse et notre vie donc religieuse. C'est le cas par exemple au niveau par exemple du droit du travail, où l'on voit également que de plus en plus maintenant de gens vont au gamou et ont des congés pour ça. De même que dans la prière aussi, où de plus en plus de gens maintenant prient au travail, alors qu'à l'époque, donc il faut rappeler que la laïcité, on l'a aussi un peu hérité donc du droit français. À l'époque, donc c'était interdit. Hein. Nos parents là qui étaient fonctionnaires à l'époque, qui venaient de sortir de l'indépendance, n'avaient pas ce droit-là. Donc d'aller prier librement comme ça là dans leur entreprise, parce qu'il fallait faire une séparation nette entre le lieu de travail et puis aussi la pratique religieuse qui est privée, qui fait partie de sa vie privée, qu'on soit confession musulmane, religieuse, juive, catholique, etc. Donc, ça restait donc dans la sphère privée, dans l'intimité et dans l'environnement public. Il fallait pas trop donc le manifester, mais maintenant on voit que c'est un peu plus édulcoré. Hein. Donc, pour rappeler par exemple au niveau du droit de travail, où maintenant, bon, pour le gamou, pour aller à Touba, bon, on a le congé pour y aller. Maintenant même d'ailleurs, c'est devenu même une journée nationale, on peut le dire. Hein. Donc, où c'est légiféré dans certains cas où on constate que c'est pris en compte, de même aussi que pour le gamou, que aussi bien Mouride, Tidiane, c'est pris en compte, aussi bien donc au niveau donc des fêtes aussi donc religieuses catholiques, hein, Noël, etc., etc., etc. Donc on voit qu'il y a une petite zone quand même grise où cette laïcité quand même flirte un peu donc avec la pratique religieuse, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je rejoins un peu. C'est une cohabitation religieuse hein, qui vraiment, nous tous qui sommes des êtres humains, nous sommes obligés de s'y affairer. Parce que quand on voit un peu la laïcité, qu'on dit par exemple c'est une éthique basée sur la liberté de conscience visant à l'épanouissement de l'homme, hein, de l'homme en tant qu'individu et en tant que citoyen. Donc l'homme en tant qu'individu, en tant que citoyen, est libre effectivement d'appartenir à n'importe quelle religion. Donc tout dépend effectivement de ses ancêtres ou bien de ses réalités qu'il vit un peu dans sa localité. Et cela lui permettra effectivement d'être chrétien, musulman, païen ou animiste. Et c'est pas là le problème. Le problème c'est que en termes de religion, que chacun puisse savoir effectivement là où s'arrête effectivement ma truc, c'est à partir de là-bas où l'autre démarre aussi ses trucs. Et s'il y a cette complémentarité religieuse, cette complémentarité de pensée qui fait qu'effectivement chacun est libre, mais chacun n'essaie pas aussi effectivement d'atteindre au moins de faire du mal à l'autre. Et tant qu'il y a cette compréhension qui est là, je pense que c'est à cause de ça effectivement que ce mot aujourd'hui est en train d'être transféré en termes de laïcité. C'est-à-dire pour que moi je puisse comprendre le chrétien puisse comprendre le païen puisse comprendre effectivement le musulman. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure en termes de fêtes religieuses, c'est vrai, on en a, parce que ça c'est un peu la compréhension, parce que quand on parle effectivement de laïcité, il y a l'impact État, l'impact politique, et qui vient effectivement rencontrer un peu la population qui était déjà là, en faisant quoi? En tenant compte effectivement des réalités. Donc pendant les fêtes, le gamou ou bien le truc, donc on sent effectivement qu'il y a une population qui est rivée effectivement, qui a la pensée pour aller effectivement faire soit des prières religieuses dans une localité bien déterminée, et qu'on sent pendant ces moments que le Sénégal est complètement... Oui, je pense qu'on nous appelle, oui. Allô, je vous écoute. Oui. Oui, allô. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui, je vous écoute. Génération FM. Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est Alain Sinadiata. Oui, bonjour Alain, comment vas-tu?
Ça va bien aussi, vous allez bien. Je suis au niveau de l'émission Laïcité aujourd'hui. Oui, et je vois que tu nous suis depuis Dakar. Effectivement, je suis à Dakar. Je suis très ravi de voir que l'émission se passe dans de bonnes conditions. Merci. Ok. Voilà, vraiment, j'aimerais d'abord remercier les invités qui sont vraiment des personnalités très importantes au niveau de Ziguinchor. Je veux aussi féliciter d'abord Fabrice Diamé. Merci. Et aussi encourager et à compter pour l'émission avec Maître Pas de Dabou souci. que vous êtes en train de faire. Ok. Merci. Voilà, je voulais juste intervenir par rapport vraiment à cette thématique qui est très importante, vu la situation de Ziguinchor, vu la géopolitique du Sénégal. Je sens que vraiment le Sénégal est constitué vraiment de 95% de musulmans et que un pourcentage aussi de chrétiens et qu'il y a d'autres vraiment religions ou bien d'autres cultes qui sont là. Donc parler de la laïcité est très important pour vraiment les jeunes et permettre aux jeunes d'avoir des informations aussi sur la laïcité. Oui. Et que pourrais-tu dire de plus, oui? Effectivement, donc je voulais juste aussi ajouter par rapport vraiment à la laïcité, parce que je pense que aussi la laïcité peut être considérée comme un principe de séparation dans l'état de la société civile et vraiment des questions de société religieuse, parce que souvent nous avons des confusions entre tout ce qui est relatif à la religion et tout ce qui est relatif à l'état. Permettre de telle sorte que les gens peuvent vivre dans un pays là où les gens ne seront pas vraiment étranglés vraiment dans des questions religieuses. Donc je pense que la laïcité est une question qui est très sensible aussi, vraiment qu'elle repose aussi sur la liberté de conscience, la liberté de culte, mais aussi sur la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Donc, vu qu'au niveau, par exemple, de Ziguinchor, au niveau du Sénégal, les gens vivent dans des familles, qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens, et la compréhension de la laïcité vraiment est très importante, surtout pour les jeunes dans les communautés. Donc, je voulais aussi vous féliciter pour cette thématique qui est d'une importance capitale. Merci beaucoup Alain. Merci Alain. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas à appeler en direct au 33 991, donc 35 35, si vous avez un petit message à faire passer. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé en plein envol, mais dès qu'il y a le téléphone, on les passe en priorité pour ne pas qu'ils puissent tomber après sur la boîte vocale. Voilà. Et donc, alors continuons donc. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est l'État qui, entre guillemets, donc vient au moins être dans la neutralité entre les religions. Donc ça veut dire que s'il y a vraiment une activité religieuse et qui permet effectivement de pouvoir regrouper pas mal de personnes, donc et que on constate effectivement que chaque année les personnes se multiplient de milliers et en milliers. Donc là, l'État est obligé effectivement, pour satisfaire un peu la population qui y va, effectivement de tenir compte de cela en mettant de temps en temps, par exemple, des jours fériés permettant effectivement à la population de pouvoir vraiment se présenter dans ces lieux religieux afin que voilà que les gens puissent faire leur prière tranquillement, ou bien leur ziara, leur gamou, ou bien leur magal. Donc je pense que c'est comme on l'a dit dans la définition effectivement de la laïcité, nous avons effectivement montré la neutralité de l'État qui est obligé effectivement de gérer les différentes religions qui se trouvent effectivement dans son pays. L'État en tant qu'État qui veille surtout est obligé effectivement de satisfaire de part et d'autre effectivement par rapport à ces religions qui sont là. C'est ce qui fait que souvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport effectivement aux fêtes et tout ça, l'État est obligé effectivement d'accompagner un peu. C'est juste pour accompagner ce qu'on dit toujours par rapport effectivement à cette laïcité. Et c'est important donc de rappeler, comme tu l'as dit, la liberté de conscience, donc qui est rappelée aussi dans l'article 19 de la Constitution sénégalaise, la liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion sous réserve de l'ordre public sont garanties à tous. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome. Maintenant, comme tu l'as si bien dit, en parlant de réglementation, de règles de droit, de règles donc le droit est là pour régler, donc réglementer l'ordre social. Donc forcément, lorsqu'on a beaucoup de gens qui vont après, donc dans certaines manifestations, on ne peut pas être aveugle et on doit prendre en compte donc dans notre système de vie. Ce qui est très intéressant dans notre constitution sénégalaise et dans notre mode de vie à la sénégalaise, c'est que on est vraiment très compréhensif et on comprend tout le monde et on intègre tout le monde donc dans notre vie. D'où l'intérêt et d'où le fait que on est sénégalais, on est une république
république laïque, mais cela dit, on comprend les musulmans, on comprend les catholiques, on comprend tout le monde, d'où d'ailleurs le fait donc que la polygamie donc a été illégale chez nous, alors que dans d'autres pays, elle ne l'est pas. D'où le fait également donc que les fêtes religieuses ont été prises en compte même au niveau donc des congés, du droit du travail. On sait que c'est jour férié donc c'est chômé. Alors vous ne devez pas travailler, c'est votre jour qu'on accorde de manière légale pour votre repos, pour être en famille, pour communier en famille, y compris donc les fêtes de fin d'année, etc. Puisqu'il y a d'autres fêtes qui ne sont pas religieuses et qui sont quand même intégrées dans notre calendrier. Et c'est important donc de rappeler au niveau donc de cette liberté qui ne doit pas entraver l'ordre public. Or, on constate de plus en plus, surtout au niveau donc de Dakar, le vendredi, on ne peut plus circuler dans certaines rues. Parce qu'il y a énormément, donc, les mosquées sont assaillies, les gens prient énormément donc, et débordent dans la rue, donc du coup, les routes sont entravées, on ne peut plus circuler. C'est ça qui est un peu dérangeant, mais heureusement que nous sommes un peu peut-être compréhensifs et donc on comprend. Tout comme aussi on comprend aussi, donc, et pourtant on sait que certains voisinages sont dérangés, comme par exemple tu entends le muezzin qui crie alors que toi tu as envie de te reposer, tu entends la prière du matin, midi, soir, mais très très forte alors que toi tu es à côté et que tu n'es pas concerné parce que tu n'es pas de la même confession religieuse. Bon, il y a beaucoup de compréhension et beaucoup donc de tolérance religieuse, c'est ce qui fait qu'on est un pays vraiment qui vit en paix. Et d'ailleurs, je pense que c'est notre plus grande gloire et notre fierté d'être sénégalais parce qu'on a cette intelligence d'intégrer tout le monde et d'aimer tout le monde et d'être très tolérant, qu'on n'aime pas la bagarre, on dit toujours masla, masla, parce que le Sénégalais n'est pas belliqueux. Et donc, du coup, il est très, très souple, très compréhensif et il essaie toujours de faire au mieux donc, et d'avancer au mieux, n'est-ce pas, Yaya? Oui, c'est ça. Même ça donne un peu comme par rapport à certaines familles. Tu vois qu'il y a une famille, il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui se mélangent. Tout ça, c'est assez à cause de ça. Vous voyez comme il y a un collègue comme Alain Sinadjara. Lui, il est musulman, mais son maman est chrétien, son papa est musulman. Et un exemple qui est près de moi, Patrice Diamé, il est musulman, mais sa femme est chrétienne. Et il vit couramment avec sa femme. Et nous tous, on sentit en l'aise dès qu'on part, c'est Patrice Diamé et sa femme est chrétienne et lui, il est musulman. Et c'est ce qui fait qu'heureusement, au Sénégal, on n'a pas de guerre de religion et pourvu que ça dure comme ça. Parce que dans certains pays, ils n'arrivent pas à cette harmonie religieuse et à cette paix. Donc, ça fait après des conflits de religion vraiment pas très belles à voir ou bien conflits même d'ethnie entre les Tutsis, les Hutus, etc. Heureusement qu'on n'en est pas là. Et comme tu l'as bien dit, même si on parle beaucoup, mais on n'arrive pas à passer à l'acte quand même. Et c'est l'essentiel. Et même pour rappeler mon propre cas, mon père est musulman, ma mère, elle est chrétienne. Donc, en Casamance, on vit tous ensemble. D'ailleurs, aussi bien les musulmans fêtent les fêtes chrétiennes, aussi bien les chrétiens vont fêter chez les musulmans tabaski. On est les premiers à chercher le mouton. Donc, on repère au loin, là, dès qu'il y a une famille musulmane, on sait que le tabaski s'approche. Donc, on se dit, il y a bientôt le mouton qui va tomber chez nous. Oui, c'est ça. Même à cause de ça, au niveau des royaumes, on dit qu'afin que tout soit, on parle de discrimination, ni de race, ni de religion. Ça va amener beaucoup de personnes à avoir une compréhension que nous sommes même, il faut qu'on parle ensemble parce que un musulman ne peut pas aller sans un chrétien ne peut pas aller sans un musulman, surtout la Casamance naturelle. On est beaucoup mélangés, on est toujours dans les mêmes activités, dans les mêmes événements. Donc c'est important aussi que toutes les autres régions pour copier comme la Casamance parce que cette philosophie est plus adéquate à Casamance, est plus connue à Casamance plus que les autres régions comme la région de Fatick est un peu éloignée à cela aussi un peu et aussi comme de la région de Thiès aussi un peu éloignée de cela et surtout à côté de Tivaouane. Mais Casamance, on sent que sincèrement laïcité en Casamance. Et je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Il faut rendre grâce effectivement à ce pays-là qui a toujours été un pays religieux dans tous les sens. Et la stabilité de ce pays, c'est vrai qu'il y a l'État, effectivement, qui est l'institut suprême. Mais la stabilité de ce pays, c'est les structures religieuses. Quand je dis structure religieuse, c'est toujours pour remarquer effectivement cette laïcité. Parce que quand il y a réaction quelque part, quand il y a action quelque part et qu'il doit y avoir réaction, la majeure partie de la population, chez les chrétiens, ils attendent effectivement le clergé qui dit, par exemple, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire pas. Et les gens exécutent. Vous allez chez les mourides, il faut que ñu xaar ndigal bi.
voilà, qui doit venir effectivement de Touba. Vous allez chez les Tidianes, ils te disent attends, on va attendre effectivement que le Serigne joxe ndigal bi. Donc ça permet effectivement de stabiliser les pays avant que les gens ne réagissent. Il y a déjà l'instinct de cette laïcité qui permet effectivement d'attendre et attendre effectivement c'est-à-dire la sagesse qui doit primer d'abord avant que les gens ne font de l'action. Donc quand le pays devrait par exemple bouger, on ne le souhaite pas, chaque fois les gens sont obligés effectivement de se rabattre sur leurs responsables religieux ou bien sur leurs trucs religieuses pour attendre l'information, pour dire est-ce qu'on va y aller ou on ne va pas y aller. Avant que maintenant l'État qui effectivement supervise tout pour pouvoir effectivement bien organiser. Donc c'est pour dire qu'effectivement cette laïcité, nous l'avons toujours vécu au Sénégal depuis des temps, c'est-à-dire depuis nos ancêtres jusqu'à présent, parce qu'on a toujours cette écoute voilà, des autorités religieuses avant de pouvoir effectivement agir sur un fait, ou bien avant de pouvoir, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais quand même la majeure partie font attention à cela avant de pouvoir vraiment réagir sur un cas bien déterminé. Et d'ailleurs, concrètement, cela se voit même au niveau politique, où donc tous les responsables politiques sont associés à un guide religieux, et qu'ils soient conseillers ou bien donc qu'ils soient là pour leur prière. En tout cas, on n'y va jamais seul en politique. Même du temps de Abdou Diouf et du temps de Senghor, Senghor qui d'ailleurs était catholique, était toujours aussi, en fait, était toujours, comment on dit, lié avec les musulmans. C'est très important de rappeler, pour rappeler par exemple le marabout, le prêtre, même au niveau même de la plus petite structure qui est le chef de quartier, le délégué de quartier. Donc, ou quand il y a un petit problème, bon, souvent on demande quand même à l'imam donc d'intervenir pour la paix sociale, au niveau donc de la régulation, de la médiation, et ce qui fait qu'au niveau de notre pays, on ne fait pas souvent appel donc à la justice, aux tribunaux, mais souvent à la conciliation, à la médiation. Et dès qu'il y a un problème, donc on fait intervenir soit le prêtre pour faire raisonner le mari ou bien la femme, soit donc l'imam pour qu'il vienne donc régler un problème de la famille, les raisonner, parce qu'ils sont très écoutés. Et donc c'est pour ça que même quand l'État mène une action, il doit passer par ses guides pour que eux puissent après parler donc aux populations, les sensibiliser, notamment par exemple c'était le cas donc du vaccin, de la déclaration de naissance, etc., où le délégué de quartier s'associe souvent donc de l'imam, du prêtre, donc de toutes les autorités. Ça fait partie des notables de la région, des notables donc de la ville, avec qui il faut parler, il faut communiquer, parce que eux-mêmes après vont répéter l'information à leur niveau, et ils sont très écoutés. Donc ça veut dire que ça assure au moins un suivi quelque part et une bonne communication. Donc au niveau donc des populations. Maintenant, bon, on rappelle quand même que le Sénégal est un pays laïque, comme tu l'as si bien dit. Dans notre pratique, on n'est pas à la charia, où on va pas couper la main du voisin parce qu'il a volé. Donc on a quand même un droit qui est bien clair sur ce plan-là. Un droit qui rappelle donc la liberté de conscience et de culte, donc le respect mutuel. Ce qui veut dire qu'on est musulman, on est catholique, on doit se respecter l'un et l'autre. Ce n'est pas imposé, ce n'est pas forcé également. Donc notamment par exemple, on voit au niveau donc par exemple du carême ou bien au niveau du jeûne. Donc si vous jeûnez, c'est bien. Bon, ceux qui font le carême aussi, c'est leur pratique à eux religieuse, et donc il faut tous s'entendre mais pas ne forcer. Notamment aussi donc le vendredi où tout le monde s'habille en boubou, mais ce n'est pas obligé aussi non plus. Donc il y a peut-être une obligation peut-être morale ou sociale peut-être, mais ce n'est pas légalement obligatoire de porter par exemple le boubou, la burqa ou bien autre, comme dans certains pays arabes où on vous oblige donc le niqab, etc., etc. Donc c'est important donc de rappeler quand même une certaine liberté d'expression et de communication. Et maintenant socialement, c'est vrai qu'il y a un certain poids qui est là, mais ça reste donc du point de vue social où on peut toujours négocier et s'entendre. Après tout, ça dépend de son caractère. De son caractère, bien sûr. Je pense. Ouais, bien sûr. Donc, si on doit, par exemple, s'appesantir sur la politique et les hommes religieux, alors, penses-tu qu'ils devraient faire de la politique ou pas? Les hommes religieux? Oui. Bon, je pense que la politique, quand on parle de politique, c'est comment effectivement aider son voisin, comment améliorer les conditions de vie de la population. Mais donc la politique, je pense que même les chefs religieux, ils le vivent tous les jours. Parce que quand ils aident, quand ils enseignent, quand ils inculpent du savoir, ils font de la politique. Donc maintenant, quel genre de politique? Quelle est la politique effectivement dont aujourd'hui le Sénégalais pense? Que par exemple, quand un chef religieux attire la population, attirer les gens pour être conscients par rapport effectivement aux réalités que nous vivons, pour pousser un peu les gens à réfléchir, pour pouvoir améliorer les conditions de vie, ou bien faites attention par rapport à telle et telle chose.
Mais ça, si les gens pensent que c'est de la politique, comme on dit, politique politicienne, là, c'est cette compréhension-là que les gens auront toujours. Mais si c'est une politique pour juste aider, ou bien accompagner, ou bien édifier, ou bien juste éveiller la population, je pense que ça, il n'y a pas de discrimination, qu'on soit religieux ou qu'on soit sorti de l'ENA ou qu'on soit sorti, je ne sais pas dans quelle école. Il n'y a pas de, en ce sens-là aussi, il n'y a pas de discrimination. Je pense que, c'est mon avis, hein, je ne sais pas maintenant. De toute façon, vous pouvez toujours intervenir en direct de Génération FM pour vous donner votre avis, donc au 33 991 35 35. L'émission est en direct donc sur la 93.4, c'est l'émission Droit d'écoute en direct des studios de Génération, donc FM la 93.4, et également aussi sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, nous y sommes en direct à chaque fois, chaque jeudi, à la même heure, de 16h à 17h. Alors, Yaya, politique et religion. Je crois que comme il l'a si bien dit, donc ça reste à la compréhension aussi par rapport à certaines situations, parce que les chefs de religion, ils n'ont pas de responsabilité à jouer dans le cadre de stabilité du pays. Et il faut donner des orientations dans le sens positif. Mais certains peuvent croire que c'est dans le domaine du politique. Mais les chefs de l'État, aller vers ces différentes chefs de religion pour leurs prières et aussi pour un peu de les côtoyer pour leur accompagnement. Mais j'ai vu que dans le cadre réel, ça doit être des orientations et d'éveiller la population par rapport à la bonne chance pour que nous vivons dans le domaine dans les bonnes conditions, et aussi donner des orientations à ces dernières pour qu'ils sachent que le Sénégal, c'est un pays pour tout le monde, c'est un pays laïque, chaque politicien a le droit de faire ses politiques, mais les chefs de l'État, les chefs de religion, normalement, ils auront des orientations qui vont faire et éveiller la population et les sociétés par rapport à une situation qui est là. Il faut se réagir dans le cadre positif pour que la situation puisse être stable. Mais ça, c'est de la politique. Ah oui, de toute façon, dans la définition de la politique, c'est ça. Quand on voit la définition dans le Larousse de la politique, c'est quelque chose de très simple, c'est la gestion de la cité, que l'on peut dire. Donc, plus ou moins. Et donc, du coup, nécessairement, en tant que guide religieux, donc, on gère quand même certaines populations, même si on est de la même confession religieuse, mais on doit les gérer de cette manière. Et l'essentiel, comme tu l'as bien dit, c'est de rappeler à la responsabilité des uns et des autres pour en faire quand même un bon outil, utile pour donc les populations qui les suivent, et aussi donc la neutralité, l'impartialité, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit juste et que ça soit donc de bonne foi. De bonne foi. Voilà. Donc que ça soit pas juste suivre parce qu'on a promis 100 000 francs par-ci ou parce qu'on a promis à droite à gauche, alors que derrière la personne. Donc, mais comme on dit, on rend grâce à Dieu que les Sénégalais quand même ont la tête sur les épaules. C'est pas tout le temps le cas, où des fois quand même le régime peut basculer donc dans l'anarchie, dans l'extrémisme. On a vu dans le cas par exemple des nazis, etc. Donc l'histoire nous rappelle certains événements douloureux quand même que le monde a vécu. En tout cas, heureusement qu'au niveau donc du Sénégal, ça va, on n'est pas dans l'extrémisme. On n'est pas dans l'extrémisme. Voilà. D'ailleurs, d'où l'intérêt donc de cette religion, mine de rien, que l'on soit catholique, que l'on soit musulman, qui est touché par le terrorisme et l'extrémisme, donc qui bouleverse l'État et qui donc bouleverse les normes sociales. Donc, par rapport donc à Daesh et autres, où l'État a dû prendre certaines mesures, certaines lois ont été prises contre le terrorisme, etc., et qu'on a bien vu quand même que cela, on a dû faire appel quand même aux guides religieux, aux imams, donc aux évêques, aux prêtres pour la paix, pour rappeler la paix, pour rappeler quand même les bases de la religion, qui est donc le vivre ensemble et le respect de notre différence, de notre diversité. Aimez-vous les uns les autres, comme disait le prophète et le Messie, donc Jésus-Christ, et également aussi donc Mahomet quand même qui prêchait la paix et la joie, donc parce que l'amour, la paix, c'est, enfin la religion c'est la paix, et c'est ça qui est surtout important, que Dieu est paix. Donc nous devons être paix nous-mêmes pour pouvoir avancer. Est-ce que tu as quelques questions, Yaya, sinon à poser à notre invité? Bon, actuellement je crois que la question que j'aimerais lui poser par rapport lui en tant que jeune qui est toujours auprès de la communauté aussi, c'est important chaque fois de continuer à sensibiliser certains jeunes, parce que parfois il y a des jeunes qui veulent marier des chrétiens, des jeunes qui peuvent marier des femmes chrétiennes, et parfois c'est une difficulté au niveau de sein de leur famille, et même par rapport aux deux parents pour dire que non, et ça trouve que les deux jeunes sont prêts de se marier,
Mais par rapport à ça, il y a des difficultés par rapport à ça. Je crois que quelle recommandation qu'il faut lancer quel message qu'il faut lancer auprès de la population pour ça, parce que toute la population nous écoute à ce moment. Il y a des gens qui vivent ces situations pour un peu de sensibiliser leur famille par rapport à ça. Voilà, c'est une question qui me va direct parce que j'en fais quand même, j'ai vécu. Hein, donc, comme on dit, hein, chez les chrétiens, ils disent mariage par disparité de culte. Mais d'habitude, les gens, ils disent mariage mixte. Mariage mixte, ça, c'est le langage de tous les jours. Donc, moi, je pense qu'en termes de mariage, d'abord, c'est-à-dire mariage, l'impact religion ne doit pas impacter beaucoup plus qu'effectivement le mot mariage. Maintenant, nous sommes tous